Ça, c'est une photo de lycéens qui ont 16 ans dans les années 60. Ça, c'est une photo de lycéens en 2020. Est-ce que vous voyez la différence? Oui, en 1960, ils ont l'air d'être des pères de famille. Coupe de cheveux soignée, vêtements ajustés. On dirait qu'ils sortent tout droit d'une réunion d'affaires plutôt qu'une salle de classe. Si vous regardez les photos de classe de vos parents, à l'époque, les garçons faisaient plus hommes et les filles, bien plus femmes. Autrefois, la virilité était simple à définir. Maintenant, pouvez-vous me dire comment la société perçoit tout ce qui touche à la masculinité? Les hommes sont de moins en moins musclés, les divorces de plus en plus fréquents, les enfants ils grandissent de plus en plus avec un seul parent et le plus souvent c'est un père absent. Il y a de plus en plus de problèmes de fécondité dans nos sociétés. Alors si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, vous vous êtes sûrement retrouvé une fois dans cette situation. Vous êtes au lit, vous vous apprêtez de coucher avec une femme et vous avez une panne. Du coup, est-ce que ça signifie que la virilité et la féminité se perdent au fil de l'évolution? Eh bien en fait oui et non. On estime que d'ici 2050, si rien n'est fait, le taux de testostérone dans le sang d'un homme pourrait atteindre 0. Ce qui signifie simplement la disparition de l'homme tel qu'on le connaît. Alors est-ce qu'on a un avenir dystopique où vous allez simplement devenir une femme? Tout au long du documentaire, je vous explique d'où vient cette disparition de la masculinité et la féminisation et surtout comment y faire face et comment préserver vos attributs masculins. Et j'ai aussi tenté de répondre à une question qui peut être polémique dans un monde toujours de plus en plus woke. Pourquoi nous les hommes, nous sentons-nous de plus en plus faibles? Pourquoi c'est une mauvaise chose que la masculinité disparaisse? Testostérone. Dire que cette hormone est vitale pour l'homme, c'est un euphémisme. Ça peut paraître évident, mais il existe une différence notable entre les hormones dites masculines et celles dites féminines. Chez un homme, ces hormones sont appelées androgènes, et la plus connue de ces hormones, c'est la testostérone. La testostérone est fabriquée, stockée et distillée via les testicules. Et dans le cas de certaines maladies comme la dépression, on observe une baisse de la testostérone, ce qui entraîne de la tristesse, une difficulté à faire face au quotidien, de l'anxiété, etc. A l'inverse, lorsque vous êtes en pleine forme et en pleine possession de vos moyens, que vous êtes heureux, fier de vous, le niveau de testostérone que produit votre corps est idéal. La testostérone est d'ailleurs si essentielle chez l'homme que c'est elle qui déclenche à la puberté l'apparition des poils et le développement des muscles. Et enfin, le matin au réveil, c'est encore elle qui provoque l'érection. La testostérone a donc plusieurs rôles. Donner une apparence masculine à un homme via la pilosité, la masse musculaire ou la voix grave. Et ensuite, elle permet le développement des organes sexuels, participe au bon fonctionnement de l'érection, booste le désir sexuel ainsi que les performances physiques et mentales. Enfin, elle est considérée comme l'hormone du bonheur chez le mâle, puisqu'elle participe grandement au bien-être mental de l'homme. Pourtant, il suffit de se connecter à n'importe quel réseau social, d'ouvrir n'importe quel journal, magazine, livre ou même de traîner sur YouTube pour réaliser que les hommes ressemblent de moins en moins à des hommes, se comportent de moins en moins comme des hommes, mais surtout se sentent de moins en moins comme des hommes. Et en tête, j'ai des exemples comme Harry Styles. Pour bien comprendre, revenons au siècle dernier. Le XXe siècle a démarré avec la Première Guerre mondiale. Seuls les hommes ont été envoyés dans les tranchées, et on s'attendait à ce qu'un homme sache se battre comme un homme. À l'époque, on constate aussi que les hommes portaient des pantalons, et les femmes des robes ou des jupes. La façon de se vêtir représentait donc le genre. Le port du pantalon par la femme s'est démocratisé, mais c'était impensable de voir un homme porter une jupe ou un jupon, encore aujourd'hui. Et les Écossais portaient certes le kilt, mais c'est différent et vous avez compris l'idée. Aujourd'hui, les hommes portent des vêtements de femmes, comme c'est le cas avec les jupes pour les hommes de Jean-Paul Gaultier. Et de nos jours, plus personne ne s'en étonne. En y réfléchissant, on réalise rapidement que par le passé, certaines choses étaient aussi réservées aux hommes, comme le droit de vote, quelques loisirs ou certains métiers. En clair, à cette époque, le rôle des hommes et des femmes était bien prédéfini. On savait à quoi un homme servait à la société et on savait aussi à quoi une femme servait à la société. Aujourd'hui, cette différence est un petit peu diluée. Heureusement, avec l'évolution, le droit de vote a pu être donné aux femmes et l'égalité des sexes au travail aussi, c'est une très bonne chose. Mais il faut dire quand même qu'à l'époque, les genres masculins et féminins étaient bien identifiés et surtout différenciés. On offrait des poupées aux petites filles qui portaient des robes roses et des voitures aux petits garçons qui portaient des culottes courtes. Maintenant, faisons avance rapide, jusqu'en 2023. Aujourd'hui, si vous dites qu'un homme est un homme et qu'une femme est une femme, c'est presque le tollé général. Vous êtes un sale réactionnaire, intolérant, ignare. Ah oui, si, avant, ils aimaient bien nous traiter de machistes ou de misogynes, mais aujourd'hui, l'insulte favorite, quand ils n'ont aucun argument, c'est incel. Et pourtant, la réalité biologique est là. Physiologiquement, à la naissance, vous êtes un garçon ou vous êtes une fille. Il y a aussi les bébés nés hermaphrodites, avec les deux sexes. Mais en fait, ce sont des cas très rares et qui confirment la règle. Alors, si un homme est un homme grâce à la testostérone et que vous êtes de sexe masculin, comment peut-on expliquer tous ces problèmes récents chez les hommes, comme les pannes sexuelles, le manque de motivation, ou même parfois une apparence beaucoup plus féminine d'une silhouette ou d'un visage? Et je parle même pas des autres problèmes que j'ai déjà pu aborder,
et que je continuerai d'aborder, comme les problèmes de solitude généralisée chez une grande partie des hommes, ou même le concept de doomer qui touche en particulier les hommes, aussi une extrémisation des hommes avec des hommes qui arrivent à coucher avec énormément de femmes et à contrario des hommes qui sont soit puceaux, soit arrivent à très peu coucher avec des femmes et aussi très peu parler avec des femmes. Il y a une immense disparité vis-à-vis des hommes, donc qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme du coup de perturbateurs endocriniens ? Les perturbateurs endocriniens qu'on peut citer dans des études, c'est l'estradiol, l'estrone, la progestérone, etc., etc. Bon, la plupart de ces hormones sont de synthèse et sont trouvées dans des médicaments. Et surtout par exemple dans la pilule contraceptive prise par les femmes pour se protéger d'une éventuelle grossesse. Évidemment quand cette nouvelle forme de contraception est sortie, qui évite les drames humains en laissant aux femmes le choix dans leur maternité, c'est vu à l'époque comme une révolution et quelque chose de très bien. Et en soi, dans un sens, ça l'était. Cependant, avec du recul, la pilule contraceptive est une très mauvaise chose, que ce soit pour les hommes et comme pour les femmes. Déjà aujourd'hui, on se rend compte que ces hormones se retrouvent aussi chez les hommes en grande quantité. Les hormones qui sont censées être chez les femmes. Mais comment des hormones ingérées quotidiennement par les femmes peuvent-elles se retrouver dans le corps des hommes ? En fait c'est extrêmement simple, c'est par des petits gestes du quotidien, sans même vous en rendre compte, vous ingérez ces hormones qui vous tuent à petit feu, par exemple via l'eau du robinet tout simplement. En buvant l'eau du robinet et en utilisant l'eau pour cuisiner ou vous doucher, dans une certaine mesure, vous vous contaminez tous les jours. À chaque verre d'eau bu, à chaque plat de pâtes cuit, à chaque légume rincé, à chaque douche prise, à chaque rasage, vous faites pénétrer dans votre corps des hormones liées à la consommation massive de la pilule contraceptive et d'autres médicaments. Et si tous les perturbateurs endocriniens contenus dans l'eau du robinet sont néfastes, et en particulier pour la santé masculine, ce sont bien les hormones des contraceptifs qui nous intéresse. Je vous balance comme ça quelques chiffres et quelques faits pour que chacun puisse se rendre compte de l'ampleur du désastre. Déjà, le nombre de spermatozoïdes a baissé de moitié en un demi-siècle. L'obésité est la maladie du XXe siècle, le peuple occidental n'a jamais autant consommé d'antidépresseurs et tous les hommes ont déjà connu un passage à vide avec l'envie de rien faire et un manque d'énergie physique, mentale et spirituelle. Et pour couronner le tout, chaque année, le taux de testostérone chez l'homme baisse en moyenne de 1% et un trentenaire aujourd'hui a la même dose de testostérone dans le sang qu'un homme de 60 ans dans les années 50. L'une des prochaines épidémies ou pandémies, c'est sans doute la disparition du mal tel que l'humanité l'a connu jusqu'ici. Et si vous m'avez écouté depuis le début, vous allez me dire « Louis, je peux filtrer l'eau du robinet ou boire de l'eau minérale et je peux enrayer le problème ». Dans une certaine mesure, c'est vrai, mais certains composants comme le bisphénol A, appelé communément BPA, se transforment au contact avec la peau en une hormone, l'œstrogène, que le corps synthétise et assimile comme tel. Le problème, c'est que la plupart des contenants alimentaires, bouteilles d'eau, biberons pour bébé, vaisselle, contiennent du BPA. L'être humain, et en particulier l'homme, consomme donc des hormones de synthèse depuis sa naissance et s'empoisonne lentement. Puisqu'on est à parler de nourriture, est-ce que vous avez déjà remarqué le succès du soja ces dernières années ? Ça nous est un peu présenté comme de la super nourriture qui peut remplacer le lait de vache ou même la viande pour ceux qui veulent limiter leur consommation de protéines animales. On nourrit même le bétail avec du soja, les volailles, les bovins et les porcs. Et lorsque vous consommez ces viandes, vous consommez en quelque sorte du soja. Et que contient le soja ? C'est ce qu'on appelle des isoflavones, qui agissent comme une hormone féminisante sur le corps de la personne qui en consomme. Une autre étude qui m'a un peu fait froid dans le dos quand je faisais les recherches pour cette vidéo, aux États-Unis, un organisme a fait une analyse d'eau et a découvert que les poissons qui vivaient dans ces eaux avaient développé des traits féminins. 85% de la population de ces loups de mer avait commencé un processus de féminisation. Ce qui signifie que si on augmente suffisamment la dose d'hormones contenues dans son environnement, c'est possible de transformer un poisson mâle en un poisson femelle. D'ailleurs, lorsqu'une personne est née dans le mauvais corps et souhaite commencer la transition vers l'autre genre, l'hormonothérapie joue un rôle essentiel. Chez un homme devenant une femme, l'hormonothérapie permet de donner une apparence plus féminine via la poitrine par exemple, et chez une femme devenant un homme, elle permet la mue de la voix ou l'apparition d'une pilosité masculine. On connaît donc bien le champ d'action des hormones. En revanche, l'ingestion massive et non contrôlée d'hormones de synthèse, c'est autre chose. Chez l'homme, c'est à l'adolescence qu'il faut être vigilant. Non seulement physiologiquement, c'est à partir de la puberté que les changements hormonaux apparaissent, mais aussi psychologiquement. On sait que l'adolescence est souvent vécue comme une période de doute, d'expérimentation, de questionnement et aussi de construction. C'est durant l'adolescence que l'enfant se prépare à devenir un jeune adulte et on sait aujourd'hui à quel point cette période est cruciale et tout aussi délicate. Ah, le Japon. Pour beaucoup, c'est le pays qui représente un peu l'Eldorado. Territoire des mangas, des animés, de la modernité qui se marie si bien aux traditions ancestrales. Pour d'autres, c'est aussi une terre où l'on trouve tellement de jolies filles illustrant la fameuse notion de kawaii
si présent dans la culture nippone. Ouais, mais pourtant le pays du soleil levant est un pays développé en déclin, que ça soit au niveau démographique, sociétal ou économique. Le Japon, parti comme il est parti, semble hélas destiné à disparaître. Et pour quelle raison? Eh bien même si je n'ai pas trouvé au cours de mes recherches des données appuyant mes dires, laissez-moi vous présenter une théorie. Les Japonais ne se marient plus. C'est un constat sans appel. C'est une société où il est encore très mal vu d'avoir des enfants hors mariage. Le manque d'union mène irréversiblement à la chute des naissances. Les derniers chiffres sont carrément alarmants. En 2022, il y a eu 800 000 naissances pour 1 million de décès. Et si cette tendance continue, et les prévisions tendent vers ce côté-là, il y aura bientôt plus suffisamment d'actifs pour faire tourner le pays correctement, ni pour financer les retraites. Le Japon se dirige donc vers un avenir sombre, voire inexistant. D'ailleurs, le pays a perdu en novembre 2023 sa place de 3e puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne. Mais pourquoi les Japonais ne se marient plus? Je vais m'intéresser exclusivement au côté masculin dans le but d'illustrer mon idée. Mais il faut aussi prendre en compte le côté féminin. Traditionnellement, dans la société japonaise, c'est l'homme qui subvient aux besoins financiers et matériels de la famille. Une femme, lorsqu'elle se marie, démissionne souvent juste après le mariage ou dès qu'elle tombe enceinte. Elle ne reprendra pas son travail car son rôle c'est d'élever ses enfants, de s'occuper de son mari et surtout de créer un foyer au sein duquel son époux sera content de rentrer le soir. L'homme a donc une pression financière incroyable sur les épaules. De nos jours, rester célibataire semble finalement bien plus simple. Je vous imagine déjà me dire « Bon ok Louis, mais est-ce que les hommes ne sortent plus avec des femmes? Les Japonais ont forcément une vie sexuelle, non? » Et ça se ressent aussi sur la sexualité et le tabou autour de ça au Japon. C'est très compliqué de coucher avec une femme au Japon plutôt que dans notre société occidentale. Même si je pense que notre société occidentale est peut-être un peu trop décomplexée vis-à-vis de la sexualité. Les couples mariés sont souvent ce qu'on appelle en anglais sexless ou asexués, et les hommes célibataires ou mariés préfèrent avoir recours au plaisir solitaire. Ils ont moins l'impression de devoir satisfaire les besoins d'une femme, et au Japon, l'industrie du sexe solitaire, c'est vraiment très répandu. On a donc les deux constats. Les Japonais ne se marient plus et ne font plus l'amour. Et aussi, dans la cuisine japonaise, qui est assez saine, on retrouve bien sûr les sushis, qu'on ne présente plus, le thé matcha, mais aussi le tofu et beaucoup de soja. Et ce fameux tofu, c'est composé à 100% de soja. Mais il y a aussi la sauce soja, haricots de soja, lait de soja, etc. Donc au Japon, le soja est littéralement partout. Et c'est d'ailleurs considéré comme un substitut plus sain à la viande, au lait ou au fromage. Voilà donc ma théorie. Il existe sûrement une relation de cause à effet entre la consommation massive de soja, le fait que les hommes n'aient plus envie d'avoir des relations physiques, et aussi, probablement à côté, une baisse considérable du taux de testostérone liée à la consommation de soja et liée à tous les problèmes sociétaux. Parce que il faut voir le corps humain dans son ensemble et il y a beaucoup de choses qui sont connectées. Les Japonais sont aussi extrêmement seuls. Le taux de personnes seules au Japon est immense. Et quand j'ai voyagé dans le pays, j'ai vu ça de mes propres yeux. Déjà, si on me dit que nous, Français, on est extrêmement accro au téléphone, en fait, c'est encore pire au Japon. Dans la rue, en marchant dans le métro, en mangeant, partout, tout le temps, ils sont sur leur téléphone. Et une société de plus en plus seule, ayant perdu tout repère, ne sachant plus séduire le sexe opposé, l'homme perd peu à peu confiance en lui. Une étude publiée dans l'American Journal of Psychiatry a montré qu'un apport en testostérone améliore les états dépressifs, établissant donc un lien entre un faible taux de testostérone et la dépression. Donc, dans moins de 50 ans, le Japon pourrait perdre près d'un tiers de sa population à cause du manque de naissance, de l'âge moyen de ses habitants et du vieillissement de ses aînés. Alors, bien sûr, je ne mets pas en cause uniquement le soja, le modèle familial, parce que c'est aussi très probable que l'influence occidentale sur ce pays historiquement assez fermé a un effet sur le comportement des hommes japonais. Ce qui me mène de façon assez naturelle sur la prochaine notion de ce documentaire qui est importante sur la chute de l'homme, le wokisme. Vous avez déjà remarqué à quel point notre société, que ce soit à travers sa culture, ses films, etc., est devenue woke. Et je ne vais pas vous faire un cours sur les origines du wokisme. Mais aujourd'hui, ça se résume à peu près à ça. Ça signifie être éveillé et sensible aux questions de justice sociale et de racisme. Quand on lit cette définition, c'est un mouvement plutôt noble. Mais le mouvement a été plus ou moins récupéré depuis une dizaine d'années par Black Lives Matter et a été récemment élargi à toutes les communautés estimées ou se considérant comme minoritaires. En tête de liste, on retrouve les personnes LGBTQ+, les femmes, les immigrés, etc. Bon, si toutes ces communautés ont un droit à l'égalité et au respect, le wokisme est tombé dans des dérives sectaires. Vous vous souvenez peut-être de certains gros titres un peu putaclic qui racontaient comment un jour, des parents ont découvert que leur petite fille portait un nom de garçon à l'époque, malgré ses 8 ans. Ou bien encore comment une université anglaise donnait des suites de chiffres et de lettres comme adresse email pour améliorer l'inclusivité. Le wokisme dans ses dérives, c'est beaucoup de conneries, on est d'accord, on va pas s'éterniser dessus. Moi, ce que je veux m'intéresser, c'est sur son rôle par rapport à l'homme. Ça représente un problème sérieux. Nous sommes la prochaine génération, et ceux après nous encore. Entre ingestion massive d'hormones et un environnement propice au wokisme dans les écoles universitaires, est-ce qu'on pourra faire des choix conscients et réfléchis pour notre futur? Si déjà à l'école primaire,
on explique aux enfants qu'ils peuvent être un garçon, une fille, aucun des deux, ou les deux à la fois, que se passe-t-il à la puberté quand la période de doute sur l'identité sexuelle battra son plein? Enfin, à la fac, avant d'entrer dans la vie active, faudra-t-il vivre dans une société tellement inclusive que le genre n'aura plus aucun sens? Et surtout, c'est le problème de la fameuse masculinité toxique que le wokisme et le féminisme tentent à détruire. On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas parce que vous êtes un homme que vous devez vous comporter comme un homme des cavernes alpha. On sait qu'il faut traiter les femmes avec douceur, galanterie, et être irréprochable avec la notion de consentement. Si c'est pas oui, c'est non. Point barre. Mais maintenant que ça s'est dit, abordons donc ce sujet délicat de la masculinité toxique. À la base, le concept de masculinité toxique, c'était une notion de psychologie. Cette notion rassemblait tout ce qui faisait apparaître un homme comme un mâle qui était machiste, misogyne et s'adonnait surtout aux violences domestiques ou encore aux agressions sexuelles, ce qui est toxique et malsain. La notion revenait aussi très souvent dans les études sur le genre. Malheureusement, comme souvent, cette idée a été récupérée et on a un petit peu mis du fourre-tout avec ce terme et c'est devenu une expression détournée et falsifiée. Vous faites la bise à une collègue de travail? Ah non, c'est pas une relation de courtoisie dans un cadre professionnel, c'est la masculinité toxique. Vous dites à la boulangère de votre quartier que sa nouvelle coupe de cheveux lui va bien? Non, ce n'est pas de la galanterie, c'est la masculinité toxique. Vous abordez une femme dans la rue en lui disant excusez-moi, je t'ai vu passer, je vous trouve très belle, ça vous dirait d'aller boire un verre? Ah non, 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 ce n'est pas de la drague, c'est de la masculinité toxique. En clair, tous les comportements qu'un homme fait dans le cadre de relations sociales, dans le même panier, et en disant que si ça correspond trop à l'image de la masculinité, c'est forcément toxique. Vous complimentez la sœur d'un ami sur sa tenue qui lui donne bonne mine, c'est pas de la gentillesse, c'est de la masculinité toxique. À la limite, du harcèlement sexuel. En empêchant à un homme d'être un homme, en faisant un compliment complètement innocent à une femme par exemple, on émascule les hommes. Ah oui, et aussi selon leur définition de la masculinité toxique, être toxique ça veut dire que l'homme doit à tout prix éviter de pleurer et de ne pas montrer ses émotions. On nous enjoint donc de montrer nos faiblesses, notre sensibilité, de pleurer, etc. On nous dit aussi que l'homme masculin toxique est autonome, ramène l'argent au foyer, ce qui revient à dire que l'homme travaille et que la femme, elle fait des enfants, les élève et tient la maison. Pourtant, d'un autre côté, la femme, elle cherche un compagnon solide, qui la consolera quand elle sera triste, une épaule sur laquelle s'appuyer en cas de coup dur, et un compagnon qui assurera financièrement quand elle aura mis au monde son bébé. Un homme avant était celui qui bâtissait, protégeait, prenait des décisions fermes. Il était le pilier, le roc sur lequel reposait la famille, la société. Sa force n'était pas seulement musculaire, elle était morale et éthique. Il était celui qui affrontait les tempêtes, littérales comme métaphoriques, sans faillir. C'est un sabotage pur et simple de ce qui faisait autrefois la force d'un homme. En fait, tous ces mouvements sociaux ont voulu détruire le rôle d'un homme pour dire que maintenant c'est à la femme de le faire. Sauf que dans un couple, c'est pas que chacun fait les choses dans son coin et les fait à côté. Non, la force d'un couple, c'est d'être complémentaire. C'est de jouer le jeu de la vie à deux. En fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que si des femmes décident de rester à la maison, c'est parce qu'elles font confiance à l'homme pour ramener l'argent et que elles accomplissent un autre rôle, un rôle complémentaire. Et ils s'entraident. C'est un sabotage pur et simple de ce qui faisait autrefois la force d'un homme. La société moderne a transformé la virilité en une caricature, un costume qu'on enfile pour Halloween. Elle vous permet d'être viril tant que ça reste dans les limites de ce qu'elle juge acceptable, de ce qu'elle peut digérer sans se sentir menacée. Vous voulez être un homme? Soyez sensible, soyez doux, soyez compréhensif. Bien sûr, il n'y a rien de mal à ça. Mais quand ces qualités sont prêchées comme des substituts plutôt que des compléments à la force, à l'initiative, à la détermination, alors vous savez que le jeu est truqué. On vous dira que les temps changent, que les rôles évoluent. Mais posez-vous cette question. La nature fondamentale de l'homme a-t-elle changé? Ou est simplement le miroir de ce qu'on lui présente qui a été altéré? On nous demande d'être des hommes, pas trop masculins, mais quand même un peu. Comment l'homme doit trouver sa place? La première chose à faire, c'est de vous poser cette question. Dans l'ensemble, comment vous sentez-vous? Si la réponse est plutôt négative, la solution c'est de prendre rendez-vous avec votre médecin. Il vous fera une analyse sanguine et vous pourrez voir si votre taux de testostérone est faible ou plus élevé. Si vous vous sentez bien, mais que vous voulez malgré tout prendre soin de votre corps et de votre santé, voilà quelques idées faciles à mettre en place. Parce que l'une des autres causes de la baisse de testostérone en dehors des perturbateurs endocriniens, c'est le surpoids et l'obésité. Donc en adoptant une bonne alimentation et en réapprenant à manger sainement, vous allez retrouver un taux de testostérone équilibré. Et je parle pas forcément de régime drastique, mais je parle plutôt de nourriture naturelle et non industrielle. Donc on élimine la junk food et on la limite à une fois par semaine, voire pas du tout. On cuisine soi-même des plats préparés et des choses simples. Et on évite les plats ultra transformés.
On élimine tout ce qui est sucre rapide en les limitant, donc exit les bonbons, les pains au chocolat, les biscuits de supermarché, etc. On peut aussi investir dans un filtre pour boire l'eau du robinet à la maison et à l'extérieur, on boit de l'eau minérale ou de l'eau de source. Et non, vous n'avez pas besoin de soda pour vivre. Et même si vous prenez de l'eau en bouteille en plastique, genre Evian, c'est pas forcément mieux parce qu'il y a des microparticules de plastique là-dedans. Le manque de sommeil ou le sommeil de mauvaise qualité peut impacter négativement votre testostérone. Endormez-vous toujours à peu près à la même heure le soir et faites de même le matin pour le réveil, même le week-end. Par exemple, couchez-vous à 23h, réveillez-vous à 7h. Vous pouvez faire aussi un reset de dopamine. J'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus, les liens sont en description. Allez les regarder à la fin, ça peut vous changer la vie. Sortez de chez vous tous les jours. La lumière du soleil ou à défaut la lumière du jour permet la bonne synthétisation de la vitamine D, mais aussi un bon paquet d'hormones de fonctionner correctement, dont la mélatonine et la testostérone. Non seulement la lumière du jour a un effet positif, mais le fait de marcher une vingtaine de minutes vous permet de lutter contre la vie sédentaire. Faites du sport régulièrement. Et je vous demande pas de vous préparer aux prochains Jeux Olympiques ou d'être bodybuilder, mais entretenez-vous. Restez en forme avec un poids en accord avec votre taille. Et quand c'est possible, faites de l'activité physique en extérieur. Par exemple, aller au travail à pied ou à vélo. Et en tant qu'homme, soulever des poids à la salle, y a pas mieux. Mais j'en parlerai dans de prochaines vidéos. La testostérone, comme chaque hormone dans notre corps, est essentielle à notre bon fonctionnement. En prendre soin, c'est tout simplement une question de survie. Écoutez, qu'est-ce que vous foutez de votre vie? Qu'est-ce que vous branlez, putain? Est-ce que vous regardez cette vidéo et en même temps vous vous touchez les couilles et vous allez repasser à votre prochain divertissement? Est-ce que vous réalisez ce que vous faites? Ou plutôt, ce que vous ne faites pas? Voulez-vous vraiment faillir? Voulez-vous vraiment laisser votre héritage disparaître? Vous avez la possibilité de construire, de créer et d'influencer. Mais vous choisissez de vous effacer, de vous fondre dans la masse des spectateurs passifs. On vous dit que les qualités qui ont forgé les hommes à travers les siècles sont désormais toxiques, obsolètes. Mais est-ce vraiment la vérité? Ou est-ce une façon de vous détourner de votre propre force, de votre capacité à agir, à influencer, à être un pilier dans votre communauté? La véritable masculinité n'est pas un poison pour la société. Donc, il est temps de se réapproprier ce mot, de lui redonner son sens, sa noblesse et son poids. De reconnaître que la virilité n'est pas une insulte, ni un stéréotype à déconstruire, mais une force, une qualité, un idéal vers lequel tendre. La vraie virilité, c'est savoir quand être ferme et quand être tendre, quand diriger et quand suivre, quand parler et quand écouter. Tout ce que la société moderne essaye de vous faire oublier. Elle est une force, une résilience, une capacité à prendre des décisions et à les assumer. Elle est le courage de se tenir debout, de défendre ses convictions, de protéger ce qu'on aime. Elle est le refus de se complaire dans la facilité et le confort, alors que le monde a besoin d'hommes d'action. Alors je vous le demande, qu'est-ce que vous faites? Allez-vous continuer à vous morfondre dans cette passivité, à laisser filer votre vie entre vos doigts comme du sable? Ou allez-vous prendre conscience de votre potentiel, de votre responsabilité et agir? Devenez un homme libre, inspirant. Devenez le père que vous avez toujours rêvé d'avoir. Faites tout pour devenir un homme à marier. Cuisiner, tenir une maison, savoir réparer les choses, savoir s'occuper de sa femme correctement. Vous devez être à fond dans tous les domaines de votre vie. Donc je le redis, devenez un homme à marier et sélectionnez avec attention celle qui l'aura mérité.